Je vais vous parler de ce que l'on sait de Roger Gontier et de ce que j'ai mis 20 ans, même peut-être plus, à apprendre de Roger Gontier. Comme vous l'avez dit, moi je suis un spécialiste des guerres et de plus en plus de droit pénal international, et je m'intéresse à Gontier plus par loisir finalement que par empathie aussi, parce que le personnage est extrêmement intéressant. Depuis une trentaine d'années, pratiquement depuis que nous avions produit dans les années 80 un ouvrage sur la gare de Limoges, qui avait révélé d'ailleurs un petit peu la présence de cet architecte, mais sans que l'on y fasse très attention. Donc c'est une accumulation de petites choses, de petits éléments qui me parviennent assez régulièrement. Plus on parle de Gontier, plus on me parle de Gontier, et je finis par assembler ce Pulse, qui n'est pas terminé, hein, loin s'en faut, car une des particularités de ce qui est un grand architecte, hein, vous le verrez tout à l'heure, avec une vie d'une densité absolument extraordinaire, c'est de n'avoir absolument laissé aucun papier, rien du tout. Il n'y a pas d'archives Gontier, stricto sensu. Quelques membres de la famille Gontier ont fini par m'adresser qui un dessin, qui un courrier, qui des micro-traces. Il n'y a pas non plus ces dossiers professionnels. La compagnie d'Orléans, qui maintenant est la SNCF, n'a plus le dossier Gontier. Il a été perdu. Et une grande partie des archives qui étaient dans la gare, notamment dans le Campanile, ont été aussi perdues. Ce que l'on a sauvé, on en a fait un ouvrage qui est paru en partenariat avec les archives municipales de Limoges il y a quelques années. Donc c'est un homme qu'il faut saisir, au fond, un peu sur des traces infimes et sur des croisements de renseignements. C'est-à-dire que Gontier, quelquefois, ressurgit quand on ne l'attend pas. Je reçois un mail où quelqu'un me dit, vous savez, cet édifice, je me souviens d'eux, j'ai dans mon bureau, j'ai retrouvé, etc. Enfin oui, ce genre de choses. Donc lorsqu'on parle de Gontier, on en parle toujours à un temps T, et finalement, à l'issue de cette conférence, peut-être, quelqu'un dira, oui, mais voilà, ça me dit quelque chose, et je peux vous adresser d'autres éléments. Donc je vais vous dire ce que l'on sait à peu près aujourd'hui de Gontier. Roger Gontier, c'est un homme qui est né en 1884, à la fin de l'année 1884, à Périgueux, d'un père architecte intéressé par les arts. Ce point est important pour que vous compreniez ensuite ce que fera le fils. On ne sait pas grand-chose du père, sinon 3 fois rien. Il a laissé un petit dessin qui a été publié dans une revue d'architecture, la revue générale d'architecture, qui est un dessin d'une porte médiévale, probablement. Il n'est ni daté ni signé, on pense qu'il est de lui. Ce que l'on sait par contre, c'est que c'était un ami de César Dali. Alors César Dali, ça ne vous dira peut-être pas grand-chose, mais César Dali a été un personnage extrêmement intéressant. César Dali est un homme qui a réfléchi sur le logement social bien avant l'heure, c'est-à-dire sur les phalanstères. C'est un fourriériste qui s'est interrogé très tôt sur la condition ouvrière, vu côté logement. Donc le père, si vous voulez, avait déjà une approche par ses amitiés, par ses liens avec cette question du logement social qui deviendra dans les années 20 à Limoges, pour Gontier, une question extrêmement importante. Alors, je ne sais pas si Roger a rencontré César Dali chez son père, je ne sais pas si son père lui en a parlé, enfin voilà, j'ai beaucoup d'hypothèses, hein, mais on ne peut nier que le père avait déjà des liens, au moins avec cette veine réflexive sur le logement social. En 1909, notre Roger Gontier sort diplômé des Beaux-Arts. Il nous reste quelques travaux de lui, je vous en montre 2 ou 3 qui nous sont arrivés récemment. Voilà des travaux de ce type-là. Il est manifeste que l'étudiant produisait ce genre de travaux, soit dans le cadre de ses cours, soit dans le cadre de ses propres divertissements. Certains sont intéressants parce que l'on y voit des prémices de ce dont je vous parlerai tout à l'heure, notamment concernant la gare. Il a aussi fait une licence en droit, Roger Gontier, qui est inscrit à la faculté de droit de Paris, et il s'est impliqué très tôt, et vous allez voir que ça aussi c'est important, et je ne l'ai trouvé que très tardivement, lorsqu'on a commencé à travailler à Bordeaux sur Yvon Delbos, un grand radical de la Dordogne, directeur du journal Le Radical à la fin du XIXe siècle. Il s'est lié à Yvon Delbos, au Parti radical, et à un organisme, alors on dirait aujourd'hui un lobby,
qui était la Ligue des locataires de Paris, vaste organisme qui avait 2000 ou 3000 adhérents, et au sein de la Ligue, il était manifestement chargé, alors soit de questions juridiques qui étaient liées au logement, mais au-delà des questions juridiques, du logement lui-même et des problèmes de logement que l'on rencontrait dans la ville de Paris à la fin du 19e. Donc il a probablement été très sensibilisé à cette question du logement ouvrier. Il est probable aussi, je dis il est probable parce que l'on a simplement un petit courrier et qu'il manque la partie basse de la lettre. Donc je ne suis pas tout à fait sûr qu'il l'ait signé, qu'il ait été en contact avec Auguste Labussière. Auguste Labussière, c'est le frère de Émile Labussière, ça vous dit peut-être quelque chose, qui a été maire de Limoges. Auguste Labussière avait à Paris une entreprise de bâtiment et travaillait pour des fondations, alors des fondations philanthropiques qui construisaient des immeubles ouvriers. Il est notamment l'auteur d'un très très beau groupe d'immeubles ouvriers à Paris qu'on appelle les maisons de la Fondation Le Baudy, que vous pouvez aller voir encore, qui vont être probablement classées à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, et qui est un très très bel exemple de logement ouvrier massif, assez massif. C'est tout un îlot dans lequel les ouvriers bénéficiaient de conditions de logement extraordinaires, puisqu'on y a inventé, bien avant les États-Unis, contrairement à ce qu'on dit, probablement la cuisine ouverte sur la pièce à vivre avec une simple séparation, une sorte de comptoir, si vous voulez, et quantité de rangements, de placards, bref, ce qui serait une maison des années 20 aux États-Unis telle qu'on nous les a présentées beaucoup plus tard. Donc vous voyez une certaine avancée qu'on retrouvera notamment à la Cité des Coutures chez Roger Gontier. Voilà ce que l'on sait à peu près de sa vie parisienne, auquel il faut ajouter son mariage. Il épouse une fille Poirier, Marie Poirier, qui n'est pas n'importe qui, c'est la fille d'Henri Poirier, qui était le directeur des Petites Affiches. Les Petites Affiches, c'est le plus important journal d'annonces légales de la fin du 19e jusqu'à la fin du 20e, pratiquement, et aujourd'hui encore, c'est une référence. Il fera d'ailleurs l'immeuble des Petites Affiches à Paris, je vous le montrerai tout à l'heure. Et il est certain que cette demoiselle Poirier, devenue Dame Gontier, amène une fortune assez considérable. Voilà, ce que l'on sait des débuts, ce qui peut être étayé à l'heure actuelle. Tout le reste n'est que supposition. Alors, il arrive à Limoges vers 1906-1907, probablement à la mort de son père, dans des conditions qui restent à déterminer. J'ai deux hypothèses là-dessus. Il avait eu une bourse de la Compagnie d'Orléans parce que son père avait été un temps inspecteur des bâtiments de la Compagnie d'Orléans. Et il avait dû obtenir pour son fils, probablement, à Paris, dans le cadre de sa formation, une bourse d'études. Avait-il obligation ou non, vous voyez, de rembourser un peu la Compagnie d'Orléans, finalement, en faisant un travail au sein de la compagnie? C'est possible. Son dossier professionnel est complètement perdu. Mais quand je dis perdu, c'est qu'il n'en reste strictement rien dans les archives de la compagnie. Donc on ne peut pas vraiment répondre à cette question. Il y a une autre raison qui l'a probablement conduit à Limoges, c'est que sa mère s'y est installée après la mort de son père l'année précédente, pas très loin de la gare d'ailleurs. Et puis aussi, peut-être, a-t-il eu vent, alors avant ou après son installation, de ce que l'on allait construire une nouvelle gare, qu'il y avait un projet important de construction d'une gare. Alors, il faut peut-être vous rappeler un petit peu le contexte. J'ai choisi cette photo parce que vous y voyez à la fois l'ancienne et la nouvelle. L'ancienne, c'est celle qui est dans le creux, la nouvelle, celle qui va sortir. Cette gare de Limoges, le chemin de fer était arrivé en 1856 et la gare avait été installée à peu près en 1860 et n'avait subi de modifications que dans les années 1899. Et encore des modifications que vous voyez très bien ici, qui sont l'avancée, cette sorte de verrière qui avait été coincée dans le bâtiment initial. Cette gare n'avait pas bonne réputation à Limoges. Elle était traitée d'écurie, je vous cite, un cage biscornu, véritable cataplasme dans la ville. Et il y avait un vrai mécontentement à la fois de la municipalité et des industriels,
qu'il estimait indigne d'une grande ville commerciale et industrielle, ce que devenait Limoges à la veille de la guerre de 14, une ville de 70 000 habitants. Donc il y avait une demande, si vous voulez, auprès de la Compagnie d'Orléans, pour que ce bâtiment-là soit remplacé. Elle avait en outre un autre défaut, si je puis m'exprimer ainsi. Regardez bien sa façade. Sa façade était tournée non pas vers la ville, mais vers ce qui est aujourd'hui le petit square qui est à côté de la gare. Autrement dit, elle s'était alignée le long des voies, comme on le faisait à l'époque. On avait aligné de ce côté-ci la gare de voyageurs et de l'autre côté la gare de marchandises. Et évidemment, elle était dans un creux. Vous vous souvenez que pour aller à la gare aujourd'hui, on descend avant de remonter la rampe. Elle était dans un creux, dans un trou. Et finalement, ça ne satisfaisait personne. Donc il y avait déjà des projets. Et à partir de 1906, lorsqu'il arrive, dans les conditions que je vous ai expliquées tout à l'heure, il intègre le bureau ou les bureaux qui vont être chargés d'élaborer ces projets de gare. Alors les projets, je ne vais pas y revenir parce que ce serait l'objet d'une conférence. Il y a eu 7, 8, 9, 10 projets successifs. On les nomme du projet A jusqu'au projet G. On ne sait pas très bien quel rôle Gontier y joue. Nous n'avons qu'une petite trace. Il est probable qu'il a été il est tout jeune, hein, il a 25 ans à peu près, qu'il a été chargé sûrement d'aller voir en France un peu les autres gares, c'est-à-dire, on dirait aujourd'hui, d'aller faire des études comparatives en quelque sorte. Et on a la trace d'un voyage à Nantes et d'une petite description de la gare de Nantes, qui d'ailleurs n'a rien à voir avec la gare qu'il va créer, se rapproche beaucoup plus d'une gare extrêmement classique. C'est une gare terminus en plus, la gare de Nantes. Mais il a dû aussi en voir d'autres, probablement, et rendre sûrement d'autres rapports. On ne les a plus. Le troisième projet, le projet qu'on appelle C, est un projet, vous l'avez sous les yeux, de gare en surélévation. Ça se voit très bien sur ce cliché quand même très intéressant, c'est-à-dire qu'on monte le bâtiment d'un cran, et ce projet de gare en surélévation, il est probablement, là, oui, je pèse tous mes mots, de Roger Gontier, c'est-à-dire assez tôt, il a dû faire un projet de ce type, mais il n'a pas été retenu puisqu'on est passé à un projet D, E, F jusqu'à G. Ce projet ne ressortira qu'en 1916, lorsque on présentera dans le hall de la ville de Limoges une maquette de ce que vous avez sous les yeux, c'est-à-dire de cette gare-là. On peut prendre cette photo si vous voulez. Une maquette qui n'est pas tout à fait celle qui est à l'heure actuelle dans le hall de la gare. Il y en a une maquette, hein, puisque la maquette originelle n'est plus, qui était destinée à renseigner les élus et puis tous les électeurs qui venaient à la mairie. On sait que ce projet de 1916 est probablement son projet de 1906, parce qu'on a retrouvé récemment, il y a quelques années, écrit une histoire de la Chambre de commerce de Limoges à leur demande, et il y avait dans les archives de la Chambre de commerce un courrier de 1906 indiquant que le président de la Chambre trouvait ce projet de gare en surélévation très très bien, et ce courrier était adressé à Roger Gontier. N'oubliez pas qu'on est dans des bureaux, il est très difficile de savoir qui travaille à quoi en fait, hein. C'est bien plus compliqué que ça. C'est une équipe en fait, il a aussi des chefs au-dessus de lui, hein. C'est un jeune architecte qui arrive. Il y a l'ingénieur en chef Couvrat, il y a d'autres ingénieurs en chef. Il est probable que tout ça est assez participatif au fond. Mais il a pu, à un moment donné, et je pense que ça c'est tout à fait vrai maintenant, depuis qu'on a ce courrier, livrer ce projet de 1906. Alors il s'installe à Limoges, plus définitivement, probablement chez sa mère, vers le cours Jourdan, et passe un contrat, cette fois un contrat d'architecte avec la Compagnie d'Orléans, qui lui accorde une prime pour son projet, une prime de remerciement, et comme l'on fait dans les contrats d'architecte à ce moment-là, une rémunération de 1,5% du montant total des travaux, ce qui représente une somme, vous vous en doutez, assez considérable. Le projet va donc sortir des cartons entre 1916 et 1922 et donner cette gare en surélévation que... Voilà, je vais vous montrer ceci, voilà, c'est vraiment ça, le projet Gontier. C'est au fond une idée assez géniale.
qui vient, mais nous n'avons pas non plus cette correspondance, d'une correspondance qu'il a dû avoir avec le maire de Limoges, Léon Bottoul, qui voulait une gare, en fait, sortie de son trou, hein, vous vous rappelez ce qu'était la situation antérieure, sortie de son trou et regardant la ville de Limoges, c'est-à-dire que l'on pourrait voir depuis la place Jourdan, là où commençait le fameux tunnel qui fait que les voies ferrées traversent la ville de part en part. Donc l'idée assez originale, c'est de monter la gare au-dessus des voies, de l'installer sur une très grande terrasse bétonnée, ce qui ne va pas sans poser un certain nombre de problèmes dans une zone qui est assez humide, qui a des axes de circulation. Vous avez tous entendu parler de la rue souterraine de la gare, qui existe encore aujourd'hui et qui a été couverte, et qui fait les délices des journées du patrimoine, certaines fois. Il a donc fallu d'abord installer des coulées de béton, si vous voulez, des pieux extrêmement importants, 34 puits et 34 colonnes, pour soutenir la plateforme que vous avez sous les yeux, une plateforme de 20 000 tonnes à peu près, qui porterait une gare. Donc le projet de base de Gontier, au fond, c'est ça l'originalité. Après, vous avez un bâtiment, mais l'originalité, c'est une plateforme au-dessus des voies et à laquelle on accédera par une rampe. Et cette carte est assez intéressante, c'est un dessin, parce qu'en réalité, dans le projet initial, vous voyez que la plateforme était très très vaste. Elle avançait très largement, bien plus qu'elle n'avance aujourd'hui, et il y avait une véritable place avec une très grande voie d'accès. Ça, c'est la première originalité. Après, la gare, vous la connaissez tous, hein, j'en dirai moins de choses. Je vais vous dire ce qui me semble intéressant par rapport à l'architecte. Le deuxième point intéressant, c'est qu'elle est en béton armé. C'est une immense carcasse de béton armé en coulée continue, de 10 000 mètres cubes de béton et de 1800 tonnes d'acier. Ce qu'on ne voit pas, parce que l'ensemble est recouvert d'une sorte de glacis calcaire extrêmement important, puisque les calcaires de la façade atteignent quelquefois 1 mètre d'épaisseur. Hein. Donc on est loin du plaquage, il faut du simple plaquage, comme on le pratiquerait d'ailleurs aujourd'hui. Alors, cette coulée continue de béton a été commenté dans la plupart des revues spécialisées de l'époque. Donc là, on a beaucoup plus d'éléments, si vous voulez, pour comprendre ce que fait Gontier. Gontier est un des pionniers de l'utilisation des bétons. Il n'est pas le seul en France, il y a aussi les frères Perret, par exemple. Vous avez à Limoges une maison des frères Perret, qui est avenue de la Libération, qui est en béton aussi, même si ça ne se voit pas au premier abord. Utilisation de ces bétons en coulée continue, ça veut dire qu'on coule constamment, 24 heures sur 24, et de ces immenses ferrailles de fer sur lesquelles on coule des bétons. Voilà, vous avez un exemple ici de la coulée du Campanile. Il emploie pour cela une société qui est la Société des Grands Travaux de Marseille, qui existe encore aujourd'hui et qui est une spécialiste des bétons, notamment de l'entreprise de béton NBIC, qui a vu le jour à la fin du 19e et qui est en France l'organe de promotion des bétons. Et ça vous amusera peut-être de savoir que lorsqu'on présente le travail de Gontier dans les années 20, on le présente comme un travail extrêmement technique d'usage des bétons et des coulées de béton. C'est comme ça qu'il est présenté, et pas du tout pour ce qu'est sa gare, telle qu'elle est recouverte de calcaire. Il est un pionnier, si vous voulez, dans l'utilisation d'un matériau nouveau et dans les astuces qu'il trouve pour utiliser ce matériau. Alors ces bétons ne se voient plus, ils ne se voient plus qu'à un endroit dans la gare, où l'on ne va pas souvent, il faut bien le dire, c'est la cave de l'ancien restaurant. Certains se souviennent peut-être de ce qu'était ce restaurant. Il reste dans la cave 2 piliers qui n'ont pas été recouverts, et sur lesquels on peut voir le travail très particulier de ces bétons et de ces armatures métalliques qui sont extrêmement importantes. Alors, très souvent, on me demande, et il n'y a pas très longtemps, la gare a obtenu, vous avez dû voir ça, le prix de la plus belle gare de France, donc cela a donné lieu à des émissions, des interviews, etc. Et tout le monde pose la question, pourquoi l'a-t-il habillé alors? Et qui plus est, dans un pays de granit, pourquoi l'a-t-il habillé de calcaire? Alors, pourquoi l'a-t-il habillé? Parce qu'il voit ce qui se passe pour un certain nombre de bâtiments des frères Perret. Le béton, à ce moment-là, est associé aux bâtiments industriels, essentiellement.
c'est-à-dire des grands hangars, si vous voulez, et on ne l'accepte pas encore comme un élément de construction, autre que pour du bâtiment industriel. Pourquoi de calcaire? Parce que le revêtement calcaire allait permettre, si vous voulez, sur des bétons qui ont des tensions, je ne vais pas entrer dans les détails techniques, mais de très fortes tensions de portée, allait être beaucoup plus léger que du granit. Autrement dit, si l'on avait mis un revêtement de granit, il aurait fallu doubler les bétons, doubler les fers, etc. Ça aurait été extrêmement compliqué. Il fallait donc une couverture légère, si vous voulez, sur une carcasse elle-même assez légère. Et puis, avec son ami Varenne, qu'il connaît manifestement depuis un certain nombre d'années, le sculpteur Henri Varenne, il va, grâce au calcaire, fournir ou pouvoir fournir un ensemble extrêmement décoré. Enfin, vous voyez, un décor, on a souvent dit, cette gare, elle ressemble à de la pâte à modeler qu'on aurait finalement organisée. Et il va lui donner carte blanche, au fond, avec deux missions qui sont représentées sur la... mais qui ne sont pas propres à Gontier, hein, que l'on fait à peu près dans toutes les gares de France au même moment, représentées à l'extérieur ce qui symbolise la région. Donc on trouvera la déesse Cérès, la déesse des moissons, on y trouvera des châtaignes, on trouvera les vitraux de Chigot, vous savez, qui représentent des feuilles de châtaignier, etc. Bon, c'est le jeu, ça se fait comme ça. La façade extérieure amène à celui qui prend le train l'idée, au fond, de ce qu'est l'industrie de la région, et décorer l'intérieur, et cette fois plutôt au profit de la compagnie d'Orléans. Donc l'intérieur, vous en avez l'habitude, je pense tous, comprend de la statuaire d'angle. Ce sont les provinces qui sont desservies par la compagnie d'Orléans. On les voit dans les petits angles qui sont là, en voilà une, ici. Vous avez de la statuaire décorative assez classique, comme on faisait d'ailleurs une sorte de néoclassicisme là qu'on trouvait dans ce type de monument. Et la décoration intérieure, elle va surtout être faite en fait par un mobilier spécifique, un mobilier qui va être commandé dans l'espace colonial dans lequel la compagnie d'Orléans avait beaucoup investi. Il s'agit d'un mobilier en bilinga. Le bilinga est un bois extrêmement dur, extrêmement résistant, à tel point que lorsqu'il faudra se séparer de ce mobilier, il sera très très difficile de le sectionner. Alors ça a été une perte considérable, hein, je dirais d'un point de vue patrimonial, la perte de ce mobilier, mais vous allez en retrouver une partie bientôt, puisque l'association qui en a assuré le sauvetage, qui est l'Historail, qui est à Saint-Léonard, va en réintroduire une partie, notamment la très belle carte du réseau de la Compagnie d'Orléans et les piliers qui l'entouraient. Le mobilier est un mobilier de Roger Gontier, et vous avez là un premier élément d'un architecte qui est à la fois un architecte d'extérieur, de bâtiment, et un architecte d'intérieur, qui fabrique du mobilier. Je vous en montrerai tout à l'heure quantité d'autres exemples. Il y a une autre particularité technique que vous avez là sous les yeux, c'est la coupole. Cette coupole, qui est d'une très très grande légèreté et qui a un revêtement qui imite le revêtement calcaire, est en fait constituée d'un mélange de laine et de plâtre, de stuc, si vous voulez, tissé, qui lui donne l'allure de l'ensemble, mais qui lui permet surtout de ne pas peser sur la structure, ce qui a permis de mettre, vous voyez, toute une série de fenêtres en hauteur et d'avoir une coupole et une gare qui aujourd'hui encore est très éclairée, ce qu'apprécient, semble-t-il, beaucoup les voyageurs. Alors, Gontier travaille à la gare de 1924 à 1900. Attendez, je vais revenir un tout petit peu en arrière. À 1929, et au départ, il travaille aussi bien sur son bâtiment que sur ce qui est l'entourage du bâtiment. Et là aussi, ce dessin est intéressant parce que on y voit ce qui va être une partie du Champ de Juillet ensuite, mais aussi les jardins qui allaient avec les courbes qu'il avait tracées pour atteindre son monument. On parle quelquefois de monumentalité un peu versaillaise quand on regarde ça. Et vous remarquerez aussi ici un projet qui a été en partie avorté, qui est un projet très haussmannien, au fond, d'un grand bloc haussmannien
qui un temps à Limoges abrita les postes, je crois, ou quelque chose comme ça, et qui aurait dû être un grand hôtel pour voyageurs. En tout cas, on le trouve dans quelques-uns des papiers de Gontier, ce qui ne deviendra pas ensuite, mais plutôt des annexes de la gare. Alors le tout est livré en 29, et les critiques ne manquent pas, vous les connaissez tous. Les gens se moquent du campanile, une sorte de, je cite, de phare coiffé, de grand cierge à Limoges, de vilains minarets. On dirait une mosquée, diront certains. C'est une vilaine tortue, ajoutent d'autres. Mais en réalité, 4-5 ans plus tard, les Limougeaux avaient adopté ce bâtiment, et vous savez que depuis, ils lui vouent une certaine admiration. En tout cas, il y a une certaine empathie entre les Limougeaux et la gare. Alors, j'attirerai juste votre attention sur le campanile, parce que vous allez en voir partout dans les œuvres de Gontier, des campaniles. Le campanile, il a en fait ici deux raisons d'être. Il porte de grosses horloges, et ces horloges devaient être vues dans la ville. N'oubliez pas que tout le monde n'a pas l'heure sur soi. Enfin, l'heure publique, c'est quelque chose d'important, au fin du 19e, début 20e. Et puis, d'autre part, ce sera un marqueur de l'architecture Gontier. Quand vous voyez un campanile ou un minaret comme ça quelque part, vous pouvez dire, ah, Gontier, point d'interrogation. Je ne plaisante pas, c'est ce qui a permis de retrouver une des villas de Gontier à la mer, dont on ignorait l'existence jusqu'à l'année 2020, et qui a été maintenant clairement identifiée parce qu'elle a une sorte de bâti comme celui-là. Je vous la montrerai tout à l'heure. En 24, lorsqu'il il est presque arrivé à l'issue de ses travaux, il n'a pas pu réaliser la partie jardin, on reviendra tout à l'heure sur les jardins. La municipalité et le monde industriel est enchanté de son travail, et il a un soutien sans faille de Léon Betoul. Ça, j'en suis sûr, pour avoir retrouvé une partie de correspondance. Je dirais presque une amitié, probablement, avec le maire. Socialiste. Je dis socialiste parce qu'en même temps, Gontier devient l'architecte du patronat à Limoges. Mais le patronat, qui avait aussi soutenu le projet Gontier de la gare, autrement dit, si vous voulez, c'est un double soutien. C'est assez étonnant, hein, quand on le dit comme ça, dans un temps où les césures politiques sont quand même assez fortes. Il va tenir les deux bouts de la ficelle, et alors qu'il finit sa gare, il s'engage dans un projet avec la Chambre de commerce, qui est le projet de l'entrepôt des douanes. Alors ce bâtiment, vous pouvez encore le voir aujourd'hui, car grâce à un miracle de la succession des bâtiments, il est devenu un hôtel. Et dans la charte de rénovation de cet hôtel, il est le long des voies, hein, lorsque vous êtes à l'avant de la gare, lorsque vous arrivez à la gare, sur la rampe, si vous regardez à votre droite, de l'autre côté des voies, vous le verrez, la restauration a simplement supprimé le petit campanile de Gontier, encore un, qui était ici, mais il a gardé pratiquement toute sa structure, et c'est ce qui l'a sauvé. Sinon, cet entrepôt aurait probablement été voué à la démolition. C'est un entrepôt classique, 3 étages, mais qui est extrêmement fait, qui avait de telle qualité, si vous voulez, architecturale, que justement, ça a permis que d'autres le réoccupent et qu'on puisse le transformer en hôtel. Ce sont des plateaux béton, sans colonnes à l'intérieur, qui permettaient, si vous voulez, de réaménager tous les plateaux de façon assez simple. Ça, c'est un travail de la Chambre de commerce qui est livré à la fin de l'année 1920. Je vous signale, notez bien à chaque fois un petit peu les dates, enfin notez, suivez les dates, parce qu'en même temps, il fait sa gare, hein, on est bien d'accord, hein, il fait sa gare, bien. Il prend la commande d'un pavillon frigo. D'un pavillon frigo, c'est le pavillon du Verdurier. C'est une commande double, ville de Limoges, chambre de commerce. Il s'agit alors d'avoir une grande boucherie, si vous voulez, dans laquelle, dans la partie basse que l'on visite aujourd'hui, vous savez, quand on descend, se trouvent des congélateurs gigantesques qui accueillent des viandes congelées qui viennent d'Argentine. Car à la fin de la guerre, la Chambre de commerce, craignant un problème d'alimentation en viande de la ville, fait livrer les carcasses. Et il faut un grand bâtiment pour conserver ces carcasses, les décongeler, les découper et les vendre. C'est un peu singulier déjà de voir qu'en Limousin, on consomme du bœuf argentin à la fin de la guerre de 14. Bon. Alors, Gontier va se déchaîner
c'est un ensemble amusant. On lui commande une boucherie, parce que c'est bien une boucherie qu'on lui commande, hein, vous pouvez le prendre comme vous voulez, et il va faire une véritable œuvre d'art. C'est-à-dire qu'il va utiliser le code des céramiques que l'on trouvait très souvent à l'intérieur des boucheries, il va le réutiliser à l'extérieur. D'où ces céramiques magnifiques, dont vous avez un grossissement ici, qui ont été confiées à une entreprise qui s'appelle l'entreprise Gentil et Bourdet. Ce sont des céramistes de Boulogne, qui ont fait un travail franchement tout à fait remarquable, même si ça pose aujourd'hui de grands problèmes d'entretien et de fixation. Ce n'est pas quelque chose de simple à entretenir. Et puis vous retrouvez sa coupole. La coupole de la gare, elle est là, en plus petit, puisque j'ai oublié de vous le dire, mais la coupole de la gare est une coupole en zinc qui a été posée sur une structure en bois, laquelle repose sur une charpente métallique, mais c'est exactement la même, et un tout petit minaret, tout petit celui-là, mais ça en est un aussi, dans la partie sommitale. Alors beaucoup de lumière, c'est un très beau bâtiment qui n'est resté boucherie, je pense que vous le savez, que très peu de temps. Il a été livré à la fin de l'année 20. On n'a plus importé de carcasses d'Argentine. Il est resté quelques bouchers en 21, 22, je crois qu'il y en avait encore un en 23. Ensuite, s'y est installé une petite coopérative laitière qui a tenu une année, je crois, 24 et 25. Et puis vous savez que le bâtiment ensuite est devenu, j'avoue, je ne sais plus ce qu'il est devenu, dans les années 50-60, c'est une gare routière, je crois, voilà, avant qu'il ne devienne ce qu'il est aujourd'hui. Alors, il avait confié l'intérieur, une décoration d'intérieur, je vous cite, ses propres mots, dans un style hellénisant. La lettre est amusante. Vous me ferez une boucherie dans un style hellénisant. Donc c'est un exemple de la décoration de la coupole. C'est Chigot qui a fait ça, c'est l'atelier Chigot. Chigot ne faisait pas que du vitrail, et c'est probablement, vous avez une très belle exposition Chigot en ce moment, là, profitez-en, c'est probablement Parrot qui a fait ces dessins, probablement. Voilà. Alors ça, c'était son deuxième travail pour la Chambre de commerce. Il en fait un troisième. Alors ça ne vous dit plus rien parce que ce bâtiment a disparu. La Chambre de commerce, après la guerre de 14, veut avoir un hôtel particulier, si vous voulez, digne d'une chambre de commerce, et elle achète ce grand bâtiment qui était assez en déshérence. C'était un ensemble de bains publics, alors public plutôt privé, très exactement, un bâtiment qui serait sûrement très intéressant à étudier, même si je n'ai pas retrouvé grand-chose, parce que c'est un des plus grands bâtiments de bains de Limoges. Donc elle rachète cet ensemble qui se trouve rue du Général Serres, là où vous avez à l'heure actuelle un magasin fermé, je crois, ou je ne sais plus, boulanger, quelque chose comme ça, et là où il y avait l'immeuble de la Chambre de commerce, mais New Generation, c'est-à-dire celui des années 70, avant qu'elle ne se déplace. Il était au fond de la cour. Et le devant de la rue, là où vous avez le bâtiment et les marches aujourd'hui, était le parc et les pelouses. Alors, il va en assurer la rénovation. Donc là, il est vraiment employé comme architecte d'intérieur. Et il nous reste quelques photos, et je remercie la Chambre de commerce de les avoir retrouvées, de nous les avoir communiquées, quelques photos des aménagements intérieurs qu'il réalise. Alors, c'est un bâtiment important. Je croyais que j'en avais une autre, mais non. C'est un bâtiment important parce qu'après la guerre de 14, les chambres de commerce se réorganisent à l'échelon, on dirait aujourd'hui interdépartemental, régional. Se crée la 7e région économique qui va du Poitou jusqu'à la mer, tout le grand centre-ouest. Et cet hôtel, à Limoges, abritera la 7e région économique. Donc Gontier a, vous voyez, construit un bâtiment au départ pour une chambre de commerce locale et ensuite pour la grande chambre de commerce interrégional. Il ne reste rien de tout cela aujourd'hui. Peut-être qu'une partie du mobilier, je dis peut-être, c'est ce que l'on m'a suggéré, a pu être réutilisé lors du réaménagement du tribunal des prud'hommes, qui lui est dans l'ancien hôtel de la Chambre de commerce qui se trouvait place Stalingrad. L'immeuble qui fait l'angle de la place Stalingrad, c'est l'ancien hôtel de la Chambre de commerce. Il semblerait qu'une partie ait été réutilisée là, mais je n'en suis pas sûr. Donc, il fait toujours sa gare. Il fait toujours sa gare. Il a la gare, il a l'entrepôt des grains, il a le pavillon, sa boucherie, le pavillon du verdurier, et il aménage cet hôtel-là. Et puis, la mairie l'engage comme architecte urbaniste.
Alors, c'est compliqué, les architectes urbanistes. Dans les années d'avant-guerre, on a beaucoup discuté sur le fait de savoir si une ville, si les villes, d'une façon générale, ne devaient pas essayer de contrôler leur extension, leur croissance urbaine. C'est-à-dire, elles se dilatent, elles grossissent, donc il faudrait probablement qu'elles se dotent de moyens de planification, si vous voulez, urbaine. Et ce débat sera concrétisé par une loi qui est la loi Cornudet de 1919, qui oblige toutes les villes, au-delà d'un certain seuil d'habitants, je crois que c'était 10 000, à mettre en place ce que l'on appelle des plans d'aménagement urbain, PAU. Et pour cela, la plupart des villes créent un poste d'architecte urbaniste. C'est tout à fait nouveau. Alors, le poste d'architecte urbaniste, moi je n'ai pas de chance avec les archives, il n'y a plus d'archives non plus aux archives municipales. La ville n'a plus les archives de son architecte urbaniste. Ça se dit comme ça. Il reste simplement un bordereau qui dit que c'est bien Gontier, qui a été embauché. Il a un traitement, un logement à la mairie et un employé. Et surtout la liberté de faire ce qu'il veut. Ce qui explique aussi qu'il puisse en même temps construire une gare, construire un entrepôt, etc., etc. Mais il va quand même travailler, Gontier. Alors, je vous ai pris un certain nombre de plans, je sais que c'est pas très, visuellement, c'est pas extraordinaire. Mais la grande œuvre de Gontier en tant qu'architecte urbaniste, c'est le dessin, la création de ce que vous voyez dans la partie haute, je vais vous le faire voir ailleurs, c'est la mise en place d'un gigantesque boulevard périphérique, parfaitement rond, et qu'il va dessiner en totalité pendant tout l'entre-deux-guerres. Alors, j'ai essayé de vous le suivre un petit peu. Là, on est dans le quartier, j'ai un petit peu de mal à lire, le quartier des Tuilières. Donc, vous le retrouvez ici dans le secteur de Beaublanc. Le boulevard périphérique, d'ailleurs, actuel, est le même, pratiquement, que celui qu'avait dessiné Gontier. D'accord ? Vous le retrouvez ensuite dans le secteur de... Alors, ça doit être l'Azuc de Laurence, aujourd'hui. Hein, c'est la grande boucle de l'Azuc de Laurence. Tout ça, c'est en projet. Hein. Le Puy-la-Roda est laissé de côté. Et puis on continue, on descend à Sainte-Claire avec un immense rond-point qui est probablement la première théorisation d'un rond-point à Limoges. Celui qui est ici, ce gigantesque rond-point. On continue jusqu'à la Vienne. Alors là, c'est très original, c'est quelque chose qui n'a pas été repris ensuite. Voilà, son périphérique arrivé ici. Alors vous voyez qu'il est déjà beaucoup moins théorisé. Et aller en gros jusqu'au Cassau, un petit peu plus loin peut-être, et là, Gontier avait prévu un pont sur la Vienne de façon à le faire remonter au droit de l'autre côté. Il n'a pas été, toute cette partie du projet n'a pas été reprise. Je vous rappelle que son périphérique est complet, hein, il fait vraiment le tour de Limoges. Donc vous voyez, on le reprend ici, il a passé la Vienne, et il remonte au droit vers le Vélodrome avec de grands axes de dégagement qui lui permettent de se reconnecter sur la ville. Lorsqu'il arrive au Vélodrome, il le contourne à la Brégère et on arrivera au bout. Gontier est le père, allez, on va le dire comme ça, même s'il n'a pas été repris en totalité, mais il est le père du périphérique de Limoges, parce qu'une grande partie de ce trajet, pratiquement 60% du trajet, a été repris. Il n'y a que la partie Vienne, Vélodrome, et puis les Tuilières, la Brégère, qui n'a pas été repris. En fait, on a un demi-périphérique, si vous voulez, par rapport au projet initial. En tant qu'architecte urbaniste, il a aussi deux autres projets qui n'ont pas été menés à terme. Il y en avait un qui était très intéressant. Alors, il faut bien regarder la partie qui est ici, la partie qui est autour de Saint-Michel. Gontier a proposé au maire de dégager les bâtiments religieux. C'est amusant, dans une ville socialiste, que de faire un urbanisme de dégagement des bâtiments religieux. Donc autour de Saint-Michel et autour de la cathédrale. Alors on a un plan autour de la cathédrale
qui, si vous regardez bien, n'est pas loin de donner pratiquement exactement ce que l'on a aujourd'hui. Hein. Donc le collage que vous avez là, qui est un décalque qui permet de mettre en place le projet sur l'existant, est assez proche de ce qui va se produire. Par contre, à Saint-Michel, il a eu énormément d'ennuis, beaucoup de critiques, et n'a absolument pas pu faire passer l'idée qu'il fallait dégager Saint-Michel de l'ensemble des rues, des boutiques ou des maisons qui étaient accolées. Donc Gontier travaille à la mairie ou dans son cabinet ou chez sa mère. Il n'a pas vraiment de cabinet, son cabinet doit être le domicile familial. On pourrait penser qu'il est quand même pas mal occupé, notre Gontier. Mais il prend le marché, en plus, des cités ouvrières. Alors probablement avec ses bonnes relations avec Léon Betoul, sûrement. Probablement aussi parce que, souvenez-vous de ce que je vous ai dit sur sa formation, et j'ai bien insisté, c'est quelqu'un qui est quand même très sensibilisé au logement social, hein, par son père, et puis par ses expériences à Paris, dans les milieux radicaux. Il est probablement aussi, mais je n'en ai pas la preuve, et il nous manque des archives là aussi, assez ami avec Victor Tuyat, qui prend la direction de l'Office public HBM après la Première Guerre mondiale. L'Office public à Limoges, il est créé le 10 avril 1920. Il y avait avant des sociétés qui pratiquaient du logement social à Limoges, le foyer Limousin par exemple. Il y avait aussi ce qu'on appelait des sociétés à bon marché. Il y en a une qui est très connue, qui était la société de l'Étoile, qui a laissé un bâtiment que vous visitez quelquefois pour les journées du patrimoine et qui est à la rampe Montjoly. Vous avez une grosse étoile sur la tour qui fait le pignon de ce bâtiment. Donc il y avait déjà un petit peu de logement social. La société de l'Étoile avait livré, je crois, une quarantaine de logements. Il y avait le foyer Limousin, il y avait une société qui s'appelait Le Nid, qui livrait aussi du logement. Mais tout ça restait très philanthropique. Dans la plupart des cas, les capitaux venaient de banques ou du patronat, ou très mutualistes dans l'autre cas, et ne pouvaient pas donner, si vous voulez, véritablement de déboucher à ce qui aurait été du logement social de qualité et surtout en grande quantité. À partir du moment où l'office HBM a été créé et où Victor Tuyat et lui ont été liés, Roger Gontier donc prend tout ce marché et il commence par construire une cité-jardin que vous connaissez bien, je pense, qui est la cité-jardin de Beaublanc. C'est un très très beau travail. Je vous rappelle qu'à ce moment-là, quand il commence la construction de la cité-jardin, on est en 22. Je vous rappelle qu'il a aussi une gare à faire, un entrepôt, excusez-moi. Allez, vous aurez compris. On est en 22. Il y a en France à peu près 22 cités-jardins. Et ce sera la seule, c'est toujours la seule cité-jardin d'Aquitaine. Il n'y en a pas d'autre, c'est la seule. C'est un très bel ensemble qu'il construit à Beaublanc, le long de son périphérique en projet. Le périphérique n'est pas encore sorti, mais avant, il y en a eu une autre qui a complètement disparu et nous n'avons ni photo ni dessin, qui était une cité-jardin en bois constituée de baraquements que Gontier avait racheté à un entrepreneur scieur dans les Landes qui avait fait des baraquements pour les militaires pendant la guerre de 14-18. Donc il avait racheté un lot de baraques et installé au Vélodrome. Il existe peut-être, Paul Colmar nous le dira un jour, peut-être quelques dessins, je sais pas, il est peut-être resté quelques traces de cette première cité-jardin en bois. Toujours est-il qu'il y a eu un provisoire, si vous voulez, dans les cités-jardins à Limoges, dans les Garden City, et ce provisoire est devenu du définitif. C'est-à-dire, très rapidement, il passe à cette proposition de cité-jardin. Alors, les Garden City sont à la mode, si je puis m'exprimer ainsi, parce qu'elles correspondent bien à la fois à des désirs philanthropiques, la volonté de fixer l'ouvrier sur une parcelle de terre. Vous avez tout un débat en Europe à ce moment-là. Si l'ouvrier produit des poireaux, il ne va pas au cabaret. Bon, je résume, hein, vous avez compris. Et d'autre part, on évite l'immeuble collectif dont on se méfie pour des raisons politiques. Bien. Donc il met en place ce très beau programme de cité-jardin. C'est un très bel ensemble. Lorsqu'on étudie aujourd'hui les cités-jardins, celle-ci est très souvent citée justement parce qu'elle est très complète, si vous voulez. Les maisons qui sont découpées en 4,
le choix de barrières et de jardins, de barrières qui sont elles-mêmes très, très dessinées, très soignées. Un urbanisme de rue, il y avait aussi un lavoir et des bains-douches communs. Les maisons ont été magnifiquement restaurées, elles ont aussi été sauvées, elles aussi, dans un programme récent de réhabilitation. Vous voyez que c'est un bâti de qualité. Alors, dans l'ensemble des cités-jardins, les cités Gontier sont qualifiées de cités-jardins à l'italienne. Bon, ça me laisse un petit peu sceptique, mais vous verrez qu'on emploie aussi pour Gontier, dans les bâtiments qu'il a construits en bord de mer, on dit Gontier est un architecte de style toscan. Alors, on y voit ce qu'on veut y voir, bon, je ne sais pas. Il est certain, en tout cas, que cette cité a elle aussi été très commentée par la qualité des bâtiments qui étaient livrés. Alors, Gontier a été très déçu de deux choses. C'est le fait qu'on ait fait des bains-douches collectifs. Il aurait préféré que son habitat ait un point d'eau, une sorte de salle de bain, si vous voulez, à l'intérieur. De même que les WC. Alors les WC, vous ne les voyez pas ici, si peut-être à un endroit. L'OPHLM a exigé, enfin l'OPHBM a exigé, est-ce que c'est ceux-là peut-être, a exigé qu'ils soient à l'extérieur de façon à gagner de la place à l'intérieur. Et il a envoyé force courrier pour dire que son œuvre était donc considérée comme incomplète, qu'à l'avenir, il n'accepterait plus, que c'est important parce que les autres cités, justement, vont bénéficier de sa protestation, il n'accepterait plus qu'il y ait une extériorisation du sanitaire. La suite, vous la connaissez, la suite, c'est qu'on passe de la cité-jardin, Garden City. Alors les Garden City ont été abandonnées assez rapidement parce qu'elles sont très coûteuses en espace. Elles sont très coûteuses aussi pour les OPHBM. HBM, ça veut dire habitation à bon marché. Et du coup, les commandes que l'on passe dans les années 20 et les années 30, ce sont des commandes de cité, et il prend le marché. Il est l'architecte officiel, en fait, de l'office HBM. Il prend le marché de la grande cité des coutures. La cité des coutures, c'est plusieurs tranches, à partir de 1923, 1929, 1936. Il finit sa gare en 29. Entre 23 et 29, il a déjà livré 2 tranches de cette cité-là, soit près de 380 appartements. C'est considérable. C'est une cité à laquelle il a accordé beaucoup de soins et qui est assez proche de ce que l'on faisait à Paris du temps du frère Labussière. C'est-à-dire, vous voyez, une sorte d'escargot, de colimaçon, qui se referme autour d'une cour centrale avec des possibilités d'extension à l'extérieur. Et c'est une vraie cité ouvrière telle qu'on les trouvait dans les premiers travaux qui étaient faits à Paris, c'est-à-dire qu'elle a un marqueur, elle est construite en briques. Les cités ouvrières sont des cités en briques. Alors Gontier n'était pas très satisfait de ce travail-là. Ça n'est pas... Je dirais, c'est le matériau qui ne lui plaît pas, l'usage de la brique. Alors il va essayer aux coutures d'améliorer un petit peu le décor en quelque sorte. C'est ce qui fait que ces briques ont de temps en temps des frises, que l'on inclut des briques de couleur, et que l'on essaye de casser un petit peu le rythme des barres de... Je pensais que j'en avais une autre, mais non. Que l'on essaye... Vous voyez, les blocs, ça ne se voit pas très bien ici, mais sont décalés les uns par rapport aux autres de façon à rompre un petit peu la monotonie. Alors, l'extérieur n'est, selon lui, pas extraordinaire, mais l'intérieur, par contre, est de grande qualité. Les appartements sont plus grands que la norme. On y trouve les sanitaires, cette fois, intégrés. Il n'y a plus de commun dans les sanitaires. Il y a une cave et un grenier. Et il va inventer, si vous voulez, le fait que les pièces à l'intérieur ne sont pas desservies, comme on le faisait très souvent jusque-là dans le commun, par une pièce centrale où les portes s'ouvraient, mais par une sorte de couloir qui va permettre de contourner la partie centrale et de créer de l'intimité dans cet habitat. Par contre, on garde quand même des bains-douches à l'extérieur, malgré les équipements intérieurs, bains-douches, lavoirs et garderies pour les enfants. C'est un bâtiment qui a complètement disparu aujourd'hui, qui avait cette allure-là.
qui était un grand bâtiment, mais dont la trace est restée d'une autre façon, c'est-à-dire qu'il y a des bains-douches qui sont restés sous les arcades de la passerelle d'accès à la terrasse de la gare pendant très longtemps. Je me demande même si aujourd'hui encore, il n'y en a pas une qui fonctionne encore, hein, qui seront un peu les héritières, si vous voulez, de ces... Ça fait très établissement presque thermal, les bains-douches de Gontier. Hein. C'est très très soigné et l'intérieur était lui aussi assez remarquable. Et vous voyez que le plan de coupe, c'est un beau bâtiment qui n'est pas du tout négligé. Alors avec une partie lavoir et une partie crèche, hein, si vous voulez. Il crée une crèche à l'intérieur de la cité. Alors la brique, ça n'était pas son fort. Donc quand il prend les autres marchés, les autres cités, il revient assez rapidement à des matériaux beaucoup plus traditionnels. Vous avez ici la cité Ernest Rubin. Ce sont aussi des bâtiments qui sont beaucoup moins importants, ce qui lui convient beaucoup mieux, et beaucoup plus, comme ça, ouverts sur la rue. À la Cité des Coutures, il avait réussi à établir 16 ou 17 commerces dans le bas de la cité. On en voit encore des traces aujourd'hui. Mais ça lui posait problème, le fait que les commerces soient finalement, sur son escargot, se trouvent dans l'extérieur, en quelque sorte. À partir du moment où les bâtiments sont plus réduits, il obtient une meilleure jonction de l'espace commercial et de l'espace d'habitat. Autre marché Gontier, la cité Casimir-Rançon, petite cité en L, située à côté du square des Émailleurs, sur un terrain qui n'était pas facile à lotir, et dont il a tiré le meilleur parti. Hein. C'est vraiment une barre et une contre-barre. Mais par contre, avec, si vous regardez les sous-bassements, ce sont des sous-bassements, vous voyez, il a réussi à se débarrasser de la brique, remettre du granit, et ce sont des granites assez bien taillés, et la partie supérieure, ici, réutilise au fond ce qu'il sait faire, c'est-à-dire beaucoup de béton. Vous avez dans cette carcasse-là beaucoup plus de béton que dans les autres cités, y compris les paliers et les sols qui ne sont pas en parquet, comme à la Cité des Coutures. C'est-à-dire qu'il réintroduit au fond des techniques qu'il a développées à la gare. Et puis vous avez un décor. Alors le décor, le marqueur de Gontier pour les cités, ce sont ces portiques. Portiques, pergolas, pilastres, on peut utiliser tous les mots. Vous savez, c'est 4 colonnes avec deux barres de bois sur le sommet, et sur lequel, normalement, on le pense, aurait dû courir des plantes, mais la plupart du temps, les portiques ont été laissés à peu près comme cela. Alors, on connaît d'autres cas en Europe. Pendant longtemps, on a cherché, parce que la plupart de ces portiques ont été détruits. Ils servent à ennoblir, si vous voulez, le logement social. C'est une façon d'ennoblissement du bâtiment que l'on construit ensuite. Il a toujours, mais j'arrête, il a toujours sur les bras une gare, 2 autres cités, etc., etc. Et pourtant, il prend le marché de la cité Victor-Thuya. C'est la dernière qu'il construira, la cité Victor-Thuya, dans un tout autre quartier, entre Carnot et puis la montée vers Beaublanc. C'est plus tardif, on est dans les années 30, et son style va changer un peu. Les bétons permettant, vous voyez, de multiplier notamment les balcons, de lui donner un autre caractère. C'est une assez belle cité qui a été bien rénovée, avec beaucoup de lumière aussi, comme chez Gontier. Vous voyez, vous retrouvez dans ces grandes traînées là, vitrées, vous avez aussi des oculus à certains endroits, etc., qui permettent à la cité d'avoir beaucoup de lumière. Et il rend hommage à son ami, Victor Thuya. C'est la seule cité qui a un monument à l'intérieur, un petit monument commémoratif avec un portrait de Victor Thuya qui meurt à peu près au moment où la cité est livrée. Voilà, qui est un monument qui a été restauré, qui est assez joli. C'est le remerciement de Gontier, si vous voulez, probablement, à ce long travail qui a été fait pour Victor Thuya en tant que président de l'Office HBM. C'est une forme d'hommage qu'il a eu du mal à imposer
parce que l'office HBM n'en voulait pas, ce monument, qui prenait de la place, et il l'a payé finalement de ses deniers. Donc on peut vraiment dire que c'est un hommage à caractère personnel. Alors Gontier est vraiment le père de l'habitat social à Limoges. Je vous ai déjà dit qu'il était le père du périphérique. Il faut toujours être le père de quelque chose, mais il est vraiment le père de l'habitat social, c'est-à-dire des 5 grandes cités qui ont été voulues par la municipalité socialiste dans l'entre-deux-guerres et qui faisaient besoin. On avait besoin de ce logement social dans la mesure où la ville vieillissait, elle vieillissait très mal, elle se taudifiait et il fallait absolument fournir des logements décents. Et il est probable qu'il a utilisé là toute l'expérience acquise à Paris avant la guerre. Alors Gontier, je vois que le temps passe très vite, c'est aussi un architecte paysagiste. Voilà le projet d'un parc qui n'a jamais vu le jour, sauf pour être aujourd'hui le stade, enfin toute la partie sportive de la ville, et qui était le complément de sa cité-jardin. C'est-à-dire que la cité-jardin était d'un côté, et puis lorsqu'on traversait, eh bien, on aurait été dans ce grand parc qui est devenu ensuite le lieu des équipements sportifs. Gontier, c'est aussi l'homme de l'abattoir municipal de Limoges. Il prend aussi ce marché à la toute fin des années 30. Voilà ça. Alors, le vieil abattoir, c'était ceci. Déjà, architecturalement, il n'est pas inintéressant, je trouve. Ça, c'est l'ancien. Voilà le projet Gontier. La ville avait besoin d'un grand abattoir, un petit peu externalisé. Et vous voyez son... Hein, il est là, le campanile. Ça m'amuse, c'est une photo que j'ai été faire encore il n'y a pas très longtemps parce que le lieu a changé, mais il y a des parties de maisons qui ont disparu. Mais le campanile, c'est tout ce qui reste aujourd'hui de l'abattoir. Donc je me dis toujours, quand on est architecte, il faut faire un campanile quelque part, parce qu'il en restera toujours quelque chose. Et c'est un marqueur, là aussi, que vous reverrez tout à l'heure. Donc il prend ce marché et il livre ce grand bâtiment. Vous voyez que c'est loin d'être négligeable, avec ici une très belle maquette. Il a aussi, je n'ai pas mis de clichés, je pense, mais il travaille aussi en même temps à l'aménagement du Champ de Juillet. Vous vous souvenez de la première diapo, puisque dans son projet de gare, le projet complet, il y avait aussi la verdurisation de sa gare. Donc il travaille aussi à l'aménagement du Champ de Juillet, c'est-à-dire qu'il supprime le grand mur qui soutenait le Champ de Juillet dans sa partie basse, et il crée ce que vous avez sous les yeux aujourd'hui, c'est-à-dire ces terrasses qui descendent avec un grand bassin et un étagement de verdure, avec un très beau texte où il explique que quand on arrive dans une gare, on prend connaissance de la ville par ce qu'on voit quand on sort des portes de la gare. Et qu'à Limoges, finalement, la gare étant située sur des voies ferrées et face à un tunnel, on voit très difficilement la ville, en fait, ce que va être la ville, en fait. Vous ne voyez pas vraiment la place Jourdan quand vous sortez sur l'esplanade de la gare. Donc il faut que le regard se tourne et que l'on voit une verdurisation qui va donner l'idée d'une ville justement verte, fleurie, etc., paisible. Donc il va aussi réaménager la totalité de ce jardin dans la forme que vous lui connaissez aujourd'hui. Allez, j'accélère un tout petit peu parce qu'il a encore fait beaucoup de choses, notre ami Gontier. Il travaille aussi à Paris dans le même temps. Il a un cabinet d'architecte à Paris dans lequel il fournit du bâtiment haussmannien. Je vais vous en montrer un plus beau que ça quand même. Voilà, Gontier fait ça à Paris. Hein. Il fait des blocs haussmanniens. Alors c'est bien lui, hein, je vous rassure, parce que j'ai été vérifié, il a bien laissé sa plaque, architecte SADR, 1931. Hein. Il a à ce moment-là tous les chantiers de Limoges. Hein. Donc il produit du bâti haussmannien, alors qui est moins intéressant pour nous, si vous voulez, qui est beaucoup plus classique, qui s'inscrit vraiment dans le style néoclassique haussmannien, quoique, si vous regardez bien, il est légèrement plus linéaire que le bâti haussmannien traditionnel, un peu plus dépouillé. C'est ce que disent certains. Je ne suis pas du tout architecte, hein, je n'ai pas de formation d'études de l'architecture, mais on nous dit très souvent, on reconnaît du Gontier quelque part lorsqu'il y a dans un bloc un immeuble à Paris qui est plus dépouillé que les autres. Et c'est un petit peu ce qu'on voit ici pour cet immeuble-là, qui est moins sophistiqué que les deux autres.
Alors, il a fait l'immeuble des petites affiches, le voilà, l'immeuble de son beau-père, alors, qui est aujourd'hui un petit peu abîmé parce qu'ils ont changé complètement les huisseries. Et les huisseries donnent à l'édifice, vous voyez, un style tout à fait différent. En réalité, c'est bien du Gontier, c'est une immense structure de béton qui avait des fenêtres très classiques. J'ai peut-être la diapo, le voilà, en fait, quand il est livré. C'est le même, mais voilà l'intérieur, dont il fait aussi le mobilier. C'est aussi l'homme qui a fait les comptoirs. Il allait jusqu'à livrer des chaises et des tables. Et lui s'installe dans le 16e arrondissement. Il construit ce petit immeuble, ce modeste immeuble, rue Col-de-Boeuf, où il va habiter. Voilà ce qu'était son appartement. On a retrouvé la coupe. Et voilà le mobilier qu'il y avait à l'intérieur et qu'il a lui-même créé. Autrement dit, qu'il a dessiné et fabriqué. Et un des petits-enfants que j'avais rencontrés me disait que quand il n'avait pas des chantiers considérables, en fait, il descendait dans sa cave où il avait une sorte d'atelier de menuiserie. Et il faisait ou il réparait des meubles. Tout ça a disparu, l'appartement de Paris, la cave où il y avait beaucoup d'archives, etc. Tout ça est aujourd'hui perdu. Voilà, ça c'est aussi du Gontier à Paris. Et puis il y a la mer. Gontier va construire à la mer des villas, un certain nombre de villas. On les ignorait complètement lorsque j'ai rédigé cet ouvrage là, dont vous parliez tout à l'heure. Et c'est vraiment par le plus grand des hasards que des maires de la côte vendéenne m'ont dit, mais vous savez, on a lu vos travaux, et il y avait un monsieur qui venait en vacances chez nous, qui s'appelait Gontier, et qui a fait des villas. Voilà, donc on a noué le fil, j'y suis allé, etc. Et on a retrouvé ces villas. Alors je vous montre la plus belle, qui bien sûr a un campanile, qui est situé sur la côte vendéenne, qu'on appelle en Vendée Villa Toscane, et qui est celle qu'il a occupée, lui. C'est-à-dire que c'est une villa qu'il a pendant très longtemps, dans laquelle il a été pendant très longtemps, jusque dans les années 50, avant qu'elle ne devienne une clinique balnéaire et ne soit complètement abandonnée. Et ce que vous avez sous les yeux, c'est la photo de sa restauration, là, qui est très 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 récente. Elle a été entièrement restaurée et reprise dans le cadre d'un sentier de découverte du patrimoine que la municipalité a mis en place, ce qui a permis de la sauver parce qu'elle était dans un état déplorable, hein, la pauvre. Donc vous voyez qu'elle a quand même fière allure, mais on voit toujours ce fameux campanile, et c'est plus qu'un phare, enfin je ne sais pas ce que vous voulez, c'est plus qu'un observatoire, c'est un bout de la gare de Limoges sans son chapeau. Alors, il va en construire, on en a pour l'instant recensé 4. Il y en a probablement d'autres, certaines assez sophistiquées aussi, mais elles restent à être vraiment identifiées. Elles sont dites, c'est assez amusant quand on parle avec les gens qui y sont, ils nous disent on est dans une villa toscane. Et c'est toujours ce qu'on dit pour Gontier. Donc oui, c'est resté dans l'idée. Donc elles sont probablement de lui, même si là aussi il manque tous les papiers de construction de ces maisons. Alors elles ont une autre particularité, aussi curieux que ça puisse paraître, elles ont une énorme quantité de béton. Celle-ci, par exemple, a une sous-structure entièrement bétonnée. Voilà, j'arrête là. Vous voyez qu'il y a encore du travail. Alors, on vient de retrouver du bâtiment industriel. On vient, je vous dis, c'est ça Gontier. Je vis avec Gontier, quoi, voilà. On m'envoie des mails. On me dit. Il a probablement réalisé à Périgueux un grand bâtiment qui était un magasin automobile. Et je suis d'accord, on va pouvoir le lui attribuer, qui est assez joli, qui est un bâtiment commercial. On sait qu'il a travaillé dans le Val-de-Loire, ce qui explique peut-être qu'il soit arrivé comme ça vers la Vendée, dans des zones industrielles. Donc il y a aussi un Gontier que je n'ai pas là, si vous voulez, sur lequel je ne sais pas grand-chose, mais qui a fait du bâtiment industriel. Et on sait qu'il faisait en même temps en Haute-Vienne de la restauration ou de l'aménagement de châteaux.
Alors j'ai reçu un mail il y a à peu près un an de quelqu'un me disant voilà j'ai un château secteur de Saint-Junien et j'ai retrouvé des papiers et c'est monsieur Gontier que vous connaissez bien qui a réaménagé le château de mon père. Voilà, chose très différente hein, dans son domaine à lui. Donc j'en ai identifié au moins 2 en Haute-Vienne, il y en a sûrement d'autres. Lorsque vous savez qu'il arrête de travailler à peu près dans les années 50, tout ce que je vous ai montré date en gros, franchement, de la guerre de 14 à la guerre mondiale. Alors, il restera une énigme, hein, c'est combien d'heures Gontier dort-il dans la nuit? Je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que l'œuvre est absolument considérable et totalement disproportionnée, je conclurai là-dessus, à la mémoire de l'homme, parce que Gontier, on l'a complètement oublié en tant qu'architecte très polyvalent, comme ça. Il y a un petit jardin Gontier à Limoges qui a été inauguré il n'y a pas très longtemps, qui est à l'arrière de la Cité des Coutures. C'est un jardin partagé. C'était une belle cérémonie, et je pense qu'il en aurait été heureux. C'était quand même un homme des cités-jardins. Il y a quelques bâtiments qui ont sa signature, je vous l'ai fait voir, hein, à Paris, ici et là. La gare ne l'a pas. La gare a la signature de Varenne, elle a la signature de Chigot, mais elle n'a pas la sienne. Son mobilier n'est pas signé non plus, et beaucoup de ces bâtiments, même ces belles villas, ne portent aucune signature. J'ai oublié de vous dire qu'on vient de trouver une villa Gontier, oui, il n'y a pas très longtemps, c'était juste avant le Covid, au Pilat, au bas de la dune du Pilat, qui a été clairement identifiée comme étant une villa Gontier, et qui sera probablement classée, c'est ce que m'a dit la maire. Donc beaucoup de travail, une densité de travail absolument considérable, une complémentarité dans l'œuvre, et un oubli que je tente de réparer de temps en temps. Je vous remercie. Passionnante, c'est plus qu'un hommage que vous rendez à Gontier. Vous rétablissez ce qui devait être rétabli. Quel immense travail, quelle diversité aussi. Et comme vous, enfin, il reste une énigme, même si vous avez, grâce à vous, il y a une partie de l'énigme qui est éclairée. On devine un peu ce qu'était cette personnalité et à travers la diversité. Oui. Moi, son travail sur le bois, même s'il est tout à fait secondaire et s'il le faisait à ses temps perdus, à ses moments perdus, c'est passionnant. Alors, n'hésitez pas à poser. Alors, y a-t-il une rue Roger Gontier? Non, pas à ma connaissance. Il en faut une, oui. C'est vrai qu'il en mériterait une. Dans les correspondances, est-ce qu'il n'y avait pas des correspondances avec le maire Elbetoul? Parce que forcément, il était lié avec ce monsieur. Oh. Et il peut y avoir dans les archives, justement, de Betoul, des correspondances pour définir ce qu'il en pensait, parce qu'il y a forcément une amitié. Il y a, à mon avis, une amitié, oui, plus. Oui, mais il n'y a pas de correspondance. Non. Très peu de choses. Très peu de choses. Je vous dis quelques bordereaux ici et là. On voit qu'il a effectivement un bureau à la mairie. On dit probablement un appartement, un logement, un secrétariat, mais c'est tout. C'est tout ce que l'on sait de ce qui est quand même le bureau de l'aménagement urbain municipal. Mais ça n'a rien d'étonnant, si vous voulez, parce qu'à partir de la loi Cornudet de 19, les mairies s'emparent de cette idée de la nécessité des plans d'aménagement. Tout le monde est conscient qu'il en faut, mais personne ne les mène véritablement à terme. C'est-à-dire qu'on ne leur donne qu'une place relativement modeste. Moi, j'imagine assez bien Gontier, si vous voulez, à partir des plans que je vous ai montrés, travaillant sur ces plans, les montrant au maire, mais tout ça reste, à mon avis, assez informel. Les deux hommes doivent se voir, on se voit sur un coin de bureau, peut-être, etc. Ça reste assez informel. Et du coup, ça ne génère pas, si vous voulez, ce qui serait une activité de service ou d'administration avec des courriers, des échanges très pratiques. Non. Là où on a le plus de courriers, au sens où vous l'entendez, et encore c'est vraiment assez modeste, c'est
à ce qui est Limoges Habitat aujourd'hui, l'ancien office HBM, où là j'ai vraiment peigné toutes les archives, et je vous assure que vu ce qu'est quand même Limoges Habitat aujourd'hui, qui est quand même une très grosse structure de l'habitat social, il devrait rester beaucoup plus de choses. Il y en a très peu. Est-ce qu'il a eu une descendance? Oui, il a eu une descendance. Alors il a eu un fils, Henri, qui comme lui est devenu architecte, qui sait... Alors... c'est une nouvelle génération, c'est une génération des années 60-70, et qui va plutôt se spécialiser soit dans le, comment on dirait aujourd'hui, vous savez, aménagement d'ateliers, réaménagement d'ateliers, etc. C'est-à-dire passer d'une forme professionnelle à une forme d'habitat, ou construction d'une tour, on lui doit une des tours. Et il est possible que Roger Gontier, en tant que père, il est mort très tard, lui ait donné un petit coup de main. Il y a une des tours à côté de la gare de Lyon, qui est signée du fils, Henri Gontier, qui est une tour assez classique, un bloc d'acier et de verre, dans lequel il a pu intervenir éventuellement. Et c'est assez amusant parce que les aciers ce sont des aciers Corten qui ont été réaménagés il n'y a pas très longtemps. Et on y voit bien ces lignes à la Gontier, c'est-à-dire des lignes qui partent... et le fils n'a rien gardé de son père, sinon quelques souvenirs, et pas toujours beaucoup de souvenirs, parce que les deux hommes étaient un peu en tension. Si j'ai bien... Ça ne devait pas être très facile d'avoir un père comme Roger Gontier, qui est un hyperactif, vous l'aurez compris, vu son œuvre. Donc je pense que c'était tendu. Et c'est la petite fille qui me donne de temps en temps quelques pièces qu'elle retrouve ici ou là, mais c'est vraiment, il ne reste pratiquement plus rien de ce qu'a été sûrement une activité extraordinaire, au fond. Mais cet hyperactif, moi je suis fasciné par cette personnalité qu'on connaît mal, puisqu'il n'y a pas de traces, pas de correspondance, il devait être extrêmement modeste. Très discret. Tout à fait. Oui, je pense que c'est effectivement, il n'a absolument pas, ça aurait pu, il avait eu des contacts avec le Parti radical, c'est quelqu'un qui venait de ce milieu des radicaux qui étaient assez liés aux socialistes, c'est quelqu'un qui aurait pu transformer sa carrière professionnelle aussi en carrière politique, il ne l'a pas fait. J'ai pensé que ses liens avec Victor Thuya étaient liés à la franc-maçonnerie, ce qui aurait été possible, sinon probable, ça n'est pas le cas. Il n'est probablement pas franc-maçon, on ne le retrouve pas. Non, c'est quelqu'un qui erre de chantier en chantier, de tâche en tâche, je ne sais pas, de réflexion en réflexion. Mais Et la presse, est-ce qu'il y a eu des articles? Alors, il y a beaucoup d'articles sur Gontier, c'est ce que je vous disais au début dans la presse, qui sont des articles techniques. C'est le Gontier des bétons. Là où on a le plus d'articles sur Gontier, c'est dans la technicité, comme on en a pour les frères Perret d'ailleurs, un homme qui utilise un nouveau matériau pour de nouvelles formes, avec beaucoup de réflexions sur les notions de tension des bétons armés, c'est le tout début du béton armé. Et des articles vraiment techniques sur comment faire une coupole ultra légère sur un bâtiment qui lui-même est beaucoup plus lourd. Enfin, là, je ne suis pas du tout spécialiste, mais c'est surtout des questions de cette nature-là. Oui. Et le paysagisme? Assez peu. Assez peu. Alors, ce qu'on retient de Gontier en tant que paysagiste, c'est quand même l'idée selon laquelle les grands bâtiments qu'il laisse, et c'est, je trouve d'ailleurs assez novateur, mais c'est un homme assez extraordinaire, les grands bâtiments qu'il laisse doivent être en partie verdurés. C'est-à-dire qu'on ne doit pas leur coller ou leur accoler de trop de choses autour, de façon à ce que la nature complète son œuvre. C'est ce qui, probablement, en a fait un architecte paysagiste. Est-ce que l'action de M. Gontier a quelque chose à voir dans la construction de l'ancien Ciné-Union devenu aujourd'hui le théâtre? Non, pas du tout. C'est un bâtiment industriel. Je ne connais pas l'architecte, mais... Ah. Mais c'est l'église, je pense, qui a le... C'est le clocher, en fait. Oui, oui. Non, je ne crois pas. À mon avis, il est tout seul. C'est un... Alors, non, mais il sous-traite ça. On a un certain nombre de pièces de construction. Il sous-traite, enfin, il passe des marchés, tout simplement.
Je vous ai dit tout à l'heure que les grands travaux de Marseille avaient été vraiment un très grand prestataire. À Limoges, il a l'habileté, et peut-être aussi par ses liens politiques et sa conception de la société, il travaille beaucoup avec le monde des coopératives ouvrières. C'est comme ça que SOPCZ, qui existe encore, fait la coupole de la gare. Ce qui sera son drame ensuite, puisque vous savez qu'on y retrouvera un ouvrier au moment de l'incendie de la coupole, qui était en train de ressouder de la zinguerie. Et Gontier, là, manifestement, il y a un problème technique dans cette coupole, c'est que sur sa sous-structure métallique, il a eu besoin de remettre une structure en bois, probablement pour fixer la souplesse, si vous voulez, du matériau de couverture et réparer ce type de coupole qui a ce bois qui chauffe, si vous voulez, au fil des étés, des hivers aussi maintenant d'ailleurs, donc si vous voulez, qui est extrêmement sec et est extrêmement inflammable. C'est un vrai défaut technique de cette gare, en quelque sorte. Non, alors oui, il y a de la... C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, mais ce n'est pas vraiment de la paille, c'est le même principe que ce que l'on utilise dans certains mélanges à base de terre, enfin de torchis, si vous voulez, etc. C'est le même principe que le torchis, mais c'est un mélange de filasse, en fait, de filasse et de plâtre, qui donne un stuc qui a la particularité, là aussi ce sont des questions de tension, lorsque la filasse sèche, elle tend la totalité de la structure, et ce que j'interprète son besoin de parquet par le fait qu'il... Parce que si vous voulez, la coupole, lorsqu'on entre dans la coupole, c'est une magnifique structure métallique. C'est une grande toile d'araignée métallique qui porte par des petits filaments ce stuc en filasse. Mais sur le dessus, 30 cm au-dessus, vous avez cette immense charpente de bois dont on ne comprend pas ce qu'elle fait là, parce qu'elle paraît sans utilité. La seule utilité qu'elle peut avoir, c'est ce que m'a dit l'architecte qui a restauré le bâtiment après l'incendie, c'est qu'elle permet la courbure du zinc et cet aspect de coupole parfait, si vous voulez, qu'on ne pourrait pas manifestement obtenir si l'on n'avait pas ce revêtement de bois qui est très dangereux, qui reste très dangereux. Alors que la petite coupole du Verdurier n'a pas eu besoin de ça. En fait, elle a bien une couverture de zinc, mais manifestement avec peut-être parce que les contraintes techniques sont moins importantes, si vous voulez, elle couvre vraiment la partie métallique. Elle est légèrement en surplomb. Non, mais je crois qu'il travaille tout seul. Moi, je n'ai jamais rien vu qui permette de dire qu'il y a des assistants, je ne sais pas, on dirait même des stagiaires, enfin qui vous voulez. Il travaille tout seul et il doit y avoir quantité de responsables techniques dans les entreprises qu'il emploie qui font la jonction avec lui. Ça doit se passer comme ça. A-t-il été contacté pour faire des bâtiments sur la rue Georges Jaurès? Absolument pas. Et c'est curieux parce que deux des parcelles des cités ouvrières, notamment la cité Léon Betoul et la parcelle qui est à côté du square des Émailleurs, la cité Rubin, sont des parcelles qui ont été rachetées par les mêmes entrepreneurs capitalistiques qui vont se charger de la rue Jean Jaurès et qui vont les lotir ensuite. Donc il est aux premières loges. En fait, il traite avec le même investisseur. Mais manifestement, alors soit peut-être qu'il en a assez, soit que ça ne l'est pas intéressé, je ne sais pas, ou soit que l'on n'ait pas voulu de lui, c'est possible aussi. C'est un marché sur lequel on ne le retrouve pas en tout cas. Ce qui est curieux. Parce qu'il avait le contact, il a le contact avec vraiment l'entreprise de lotissement. Il a tous les contacts qu'il faut. Et la mairie aurait sûrement été enchantée. Enfin, je veux dire qu'il a tout pour... En plus, c'est la rue Jean Jaurès, c'est le même quartier que là où il a installé son frigo. Enfin, je veux dire que tout ça aurait pu être extrêmement complémentaire. Absolument. Ah, il pouvait le faire à Limoges. Absolument. Non, mais il est complètement absent de ces chantiers-là. Complètement. Qui évoque toujours les prouesses techniques à partir du béton,
toutes les précisions que vous nous avez données, mais on se rend compte qu'il y avait des choix esthétiques Absolument. imposés qui étaient très originaux Oui. et inattendus. Oui. Oui, mais qui n'ont... Là aussi, c'est... D'autres artistes. Absolument, oui, oui. Oui, oui, des artistes locaux qui vont devenir des grands noms, de grandes entreprises. C'est le cas de Chigo, c'est le cas de ces céramistes, là. Et on retrouve leur nom. Absolument. C'est encore... Oui, c'est encore quelque chose d'assez curieux. Alors, il faut dire aussi que le frigo, nous le voyons avec notre regard d'aujourd'hui, c'est-à-dire le regard d'un bâtiment qui est restauré, qui a été un petit peu dégagé de l'entourage. Il y a moins de voitures devant. Enfin bon, tout ça est assez esthétique d'une certaine façon. Lorsqu'on regardait ce bâtiment dans les années 50-60, il était dans un état déplorable. Enfin, c'était terrible, hein, avec une ville qui était complètement envahie par les voitures, qui s'était noircie. Esthétiquement, on n'en apercevait plus l'intérêt. Il a fallu du temps pour le redécouvrir. Et le pavillon frigorífique a failli être rasé Oui. dans les années. Et c'est Gilles Berfond qui a réussi à le sauver pour en faire une salle d'exposition. Oui, Sinon, il y avait un projet de le raser absolument. pour faire un parking de stationnement. C'est ça. Oui, oui, c'est ça. Oui, oui. Mais je me souviens d'une photo qui est prise au moment où on y installe la gare routière, mais on ne mettrait même pas un vélo supplémentaire. Enfin, c'est un monde de voitures qui est en train de le submerger complètement. Donc, qu'il y ait une demande pour un parking ne m'étonne pas du tout. Oui, donc c'est la sensibilité qui est venue plus tard, si vous voulez, sur l'œuvre, en fait. Et si on le redécouvre aujourd'hui, c'est parce que nous le redécouvrons aussi grâce à nos sensibilités esthétiques, d'une certaine façon. Et sa chance, c'est que la plupart de ces bâtiments sont encore là. Alors qu'effectivement, comme le dit Paul, tout ça aurait pu disparaître, finalement, assez facilement. La gare, combien pour mémoire elle a coûté en fait? Parce qu'en fait, vous parlez de 1,5, mais de 1,5 de quelle somme? Et en francs constants, enfin en euros constants, ça donnerait quoi? Alors, j'ai fait un tableau... non mais je ne l'ai plus en tête, je vous dirai franchement, plusieurs centaines de millions. J'ai fait un tableau que vous trouverez dans l'ouvrage sur la gare, où je me suis amusé à convertir à partir du coût des matériaux. C'est un tableau très sérieux. À partir du coût des matériaux, du prix de la vie, etc., ce qu'a été le coût réel à ce moment-là, et j'ai fait une transposition. J'ai plus le chiffre en tête, plusieurs centaines de millions, mais je ne sais plus. Oui, on peut avoir le montant de sa rémunération, et je peux vous dire que là, il y a un autre mystère, c'est que malgré les sommes importantes pour la gare qu'il a engrangées, je pense ça a été le seul chantier qui lui a vraiment rapporté de l'argent. Il y a aussi chez lui une forme d'altruisme, notamment dans le logement social, où, à mon avis, pour avoir dépouillé au moins les comptes d'un des immeubles, il n'a pratiquement pas gagné d'argent. Ce qui révèle un autre côté du personnage qui est intéressant. Alors qu'il a dû en gagner aussi pourtant dans les immeubles parisiens, dans les immeubles haussmanniens. Mais la famille Gontier n'apparaît pas comme une famille riche et aisée, du tout. Du tout. Donc il gagne de l'argent et il en perd, je pense, sur d'autres opérations. À propos de l'ouvrage sur la gare et des autres ouvrages de Pascal Plat, il faut vous demander est-ce qu'ils sont exposés dans la salle de lecture et j'ai remarqué l'ouvrage sur la gare et jusqu'à quand Jusqu'à la semaine prochaine, en fait, on a fait une sélection de... Alors, j'ai pas tout sorti parce qu'il y en avait beaucoup, et il y en a certains qui sont en pôle patrimoine en conservation. Donc, on les a mis le long de la banque de prêt pour que les gens non avertis aussi puissent voir une sélection documentaire. Alors, on repart de vos anciens travaux de recherche jusqu'à aujourd'hui. Donc voilà, on a fait un cheminement avec les ouvrages et ils sont empruntables directement. Merci. Non mais regardez cet ouvrage-là notamment, qui a beaucoup de photos que je n'ai pas pu vous montrer parce que nous avons des problèmes avec l'éditeur, etc., dont je n'ai pas récupéré tous mes fichiers, mais celui dernier qui est consacré à Roger Gontier, vous aurez beaucoup de photos sur les villas, beaucoup plus que je vous en ai montré, puis beaucoup de photos couleurs aussi qui sont plus intéressantes. Qui est l'ouvrage que vous avez primé il y a quelques années. Alors là, vous pouvez encore l'acheter, puisqu'il reste un peu de stock, et puis il y en a un exemplaire empruntable en haut, puisque les autres, on les garde. En consultation, vous pouvez toujours les consulter.
Merci.